Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Renforcement en sciences. Et on va s'intéresser à l'utilisation des transferts de Laplace pour résoudre les équations différentielles, et plus précisément les équations différentielles ordinaires avec des coefficients constants. Les objectifs de ce chapitre, d'abord faire le point sur la méthode classique mais laborieuse pour résoudre les équations différentielles. Ensuite, voir que les transferts de Laplace constituent un outil terriblement efficace pour résoudre les équations différentielles qu'on va étudier. Et traiter quelques cas emblématiques pour le second membre. Donc ça, ce sera dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, ce qu'on verra, c'est qu'on est amené à devoir considérer la transfert de Laplace monolatérale pour résoudre les équations différentielles dès lors que les conditions initiales ne sont pas nulles. Dans cette première vidéo, on va passer en revue la méthode de résolution classique des équations différentielles ordinaires, avec coefficients constants. Et le fil rouge, ça va être l'exemple de l'association RLC série. On a une équation différentielle complète, qu'on va appeler E, qui est E de t égale S de t plus RC ds sur dt plus LC d2s sur dt2. E de t, c'est la tension d'excitation aux bornes de l'association RLC série. S de t, c'est la tension aux bornes de la capacité. Et on obtient en fait cette équation en écrivant que la tension d'excitation, c'est la somme de la tension aux bornes de la capacité, plus la tension aux bornes de la résistance, qui nous donnait RC ds sur dt, puisque le courant qui parcourt cette branche, c'est CDS sur dt. Et donc du coup, comme on a une résistance, c'est RI, ça devient RCDS sur dt. Et on a aussi la tension aux bornes de l'inductance, qui est donnée par la loi de Lenz, donc qui est LDI sur dt. Comme I, c'est CDS sur dt, on a LC d2s sur dt2. Mais ça, on l'a déjà traité dans une vidéo précédente. Donc, on a une équation complète, en ce sens qu'on a l'excitation E de t. Et puis, de l'autre côté, on a une équation différentielle vérifiée par S de t. Alors, on a introduit ensuite l'équation homogène, c'est-à-dire une équation sans second membre, donc sans excitation. Donc ce qu'on pourrait associer au régime libre, puisqu'on généralement en mécanique, en électronique, on parle d'oscillation libre, de système libre, de régime libre, quand il n'y a pas d'excitation, c'est-à-dire quand on a par exemple arrêté l'excitation. Donc on a E0, qui va être donc le pendant homogène de l'équation E, qui est donc 0 égale S de t plus RC ds sur dt plus LC d2s sur dt2, donc l'équation E dans laquelle on a simplement remplacé E de t par 0. Pour compléter le problème, on a ensuite les hypothèses sur les conditions initiales. Donc par exemple, S de 0 et ds sur dt en 0, ou S de 0 et S à un autre temps, ou S de t1 et S de t2, où t1 et t2 sont deux temps différents. Pourquoi ? Parce que comme on a une équation différentielle d'ordre 2, on aura deux constantes inconnues qu'il faudra déterminer. Alors, la méthode de résolution classique, elle commence déjà par la recherche des racines de l'équation caractéristique, qui est LCR2 plus RCR plus 1 égale 0 dans le cas de l'équation du RLC série. Une fois qu'on a ces racines, on est en mesure de déterminer la solution générale de l'équation homogène, donc E0, qu'on notera S indice G0 de t. Ensuite, on a besoin de déterminer, par exemple, une solution particulière de l'équation complète. Ce n'est pas la seule méthode, mais souvent c'est très facile de trouver une solution particulière de l'équation complète E, et cette solution, on l'appelle S indice P de t. Et à partir de ce moment-là, on peut obtenir la solution générale de l'équation complète, donc de E, en additionnant les deux solutions trouvées. Donc c'est S de P de t plus S G0 de t. À la fin, ce qu'il faut, c'est utiliser les conditions initiales pour trouver la solution S de t qui vérifie effectivement le problème complet, c'est-à-dire constitué de l'équation E et des conditions initiales. Dans le cas de notre RLC série, l'équation caractéristique, on a dit que c'était LCR2 plus RCR plus 1 égale à 0. Et on a deux cas de figure. Soit on a deux racines simples R1 et R2, soit réelles, distinctes, soit complexes, conjuguées. Soit on a une racine double, qu'on notera R0. Alors, on a donc deux cas de figure aussi pour la solution générale de l'équation homogène E0. Donc si on a deux racines simples R1 et R2, on a une combinaison linéaire d'exponentielle R1t
et de exponentielle R de t, ce qu'on va écrire sous la forme lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R de t, où les lambda i sont des constantes réelles ou complexes, plus généralement complexes. Ensuite, dans le cas où on a une racine double R0, ce qu'on va retrouver, c'est exponentielle R0t, mais là, on ne va pas avoir une combinaison linéaire de R0t de lui-même, mais un polynôme devant qui sera lambda plus muté, donc un polynôme d'ordre 1, puisqu'on a une racine double, que multiplie exponentielle R0t. Et on va supposer donc du coup qu'on a aussi à notre disposition une solution particulière de l'équation complète, donc SP de t. Donc la solution générale de l'équation complète SG de t, c'est la solution particulière de l'équation complète SP de t plus la solution générale de l'équation homogène, donc SG0 de t. Ensuite, on utilise les conditions initiales pour déterminer en fait la solution S de t qui correspond au problème complet, donc constitué de l'équation E et des conditions initiales. Toute cette méthode, cette recette de cuisine, j'ai envie de dire, entre guillemets, elle repose en fait sur une information qu'on s'empresse de vous faire oublier, sur laquelle on passe mais très vite, c'est qu'on suppose que les solutions de l'équation homogène E de 0, elles sont de la forme lambda exponentielle RT. Or, si on dérive lambda exponentielle RT une fois par rapport au temps, on a R lambda exponentielle RT. Si on le dérive deux fois, on a R carré lambda exponentielle RT. Et donc du coup, en fait, ce qu'on peut vérifier, c'est que l'équation homogène, elle s'écrit alors sous la forme 1 plus RCR plus LCR carré, que multiplie lambda exponentielle RT égale à 0. Comme exponentielle RT ne peut pas être nulle, quel que soit t, la condition en fait qu'on doit avoir, c'est que 1 plus RCR plus LCR carré, ce soit égal à 0. Et ça correspond à l'équation caractéristique qui était le point de départ, l'item numéro 1 en fait de la recette de cuisine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'ensemble de la méthode, mais en regardant ce que ça donne avec les transformés de Laplace. Donc on va commencer par considérer l'utilisation de la transformée de Laplace bilatérale et rappeler sa définition, qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente. Donc pour la transformée de Laplace bilatérale, on va considérer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins pt dt. Et quand cet intervalle converge, on va dire que la transformée de Laplace existe et qu'on va la noter S de p. Bon, P, c'est un complexe et suivant les conditions d'existence, on sera amené à restreindre C à uniquement une portion de C. Alors, cette transformée de Laplace, on la nomme transformée de Laplace bilatérale parce que l'intégrale se fait de moins l'infini à plus l'infini. Et on a déjà vu qu'il y avait une transformée de Laplace monolatérale où l'intégration n'ira pas de moins l'infini à plus l'infini, mais de 0 plus à plus l'infini. Et on la verra en fait dans la vidéo suivante. Alors, on n'introduit pas la transformée de Laplace inverse, parce qu'on va identifier, grâce au travail préparatoire qu'on a déjà fait sur le calcul de transformée de Laplace, des couples signal transformés. Donc on ira reconnaître dans S de P une combinaison linéaire de couples connus. Et au besoin, on en trouvera d'autres. Alors, comme on veut résoudre les équations différentielles, on a besoin d'utiliser les résultats sur la dérivation et la transformée de Laplace. Le résultat utile, c'est que sous réserve d'existence de S de P, si je dérive une fois par rapport au temps, ça revient à multiplier la transformée de Laplace S de P par P. Et si je dérive n fois par rapport au temps toujours, pour la transformée de Laplace, ça revient à multiplier S de P par P puissance n. Donc on est en mesure maintenant de discuter la méthode qui va servir à la résolution des équations différentielles ordinaires, en utilisant la transformée de Laplace, pour le moment bilatérale. Donc on part évidemment de l'équation différentielle du RLC série, notre fil rouge, qu'on va noter 1, et on dit, E de t c'est S de t, plus RCDS sur dt, LC d2s sur dt2, et on va calculer la transformée de Laplace de cette équation. Alors E de t, ça va donner un grand S de p, S de t, ça va donner grand S de p, RCDS sur dt, vu qu'on a une dérivée une fois par rapport au temps, on aura RCP S de p, et le dernier terme, LC d2s sur dt2, vu qu'on dérive deux fois, on aura LC p carré quand S de p. Donc on voit que dans le second membre, on va avoir du S de p en facteur. Ce qui permet en fait de vérifier que l'application de la transformée de Laplace à l'équation différentielle 1 va nous donner donc E de p pour le membre de gauche, et dans le membre droit, on a S de p en facteur de 1 pour S de p, plus RCP qui vient de RCDS sur dt, plus LCP carré qui vient de LC d2s sur dt2. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est pas E de P, c'est S de P.
Donc on peut encore écrire S de P sous la forme E de P sur 1 plus RCP LCP carré, et donc envisager en fait d'identifier S de P comme étant le produit de grand H de P, la fonction de transfert, par E de P, la transférée de Laplace du signal d'excitation. Donc dans ce cas-là, on retrouve ce qu'on avait déjà vu dans une vidéo précédente, à savoir que la fonction de transfert de Laplace associée au RLC série, c'est 1 sur 1 plus RCP plus LCP carré. Et ce que l'on voit, c'est que l'équation caractéristique, ça revient à chercher les valeurs qui annulent le dénominateur. Donc la recherche des racines de l'équation caractéristique, c'est simplement la recherche des pôles de la fonction de transfert. Donc ça justifie pourquoi on a besoin en fait, d'aller aussi déterminer en fait, les racines de l'équation caractéristique, parce qu'en fait ce sont les pôles de la fonction de transfert. Alors, ensuite, ce qu'il faut, c'est disposer de E de P, la transformée de Laplace de E de T, et puis après, essayer de reconnaître dans S de P une combinaison linéaire de transformée de Laplace que l'on connaît et dont on pourra déduire en fait les signaux temporels associés. Le premier signal d'excitation qu'on va considérer, c'est E de T égale bêta E exponentielle PET échelon de T. Et on supposera que pour la fonction de transfert, on a deux pôles simples, P1 et P2. Alors on sait que bêta E exponentielle PET échelon de T, par transfert de Laplace, c'est associé à bêta E sur P-PE, dès lors que la partie réelle de P-PE est strictement supérieure à 0. Et vu que pour la fonction de transfert, au numérateur, on a 1, donc un polynôme de degré 0, et au dénominateur, un polynôme de degré 2, la décomposition en éléments simples de la fonction de transfert, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, ça va être quelque chose de la forme gamma 1 sur P-P1 plus gamma 2 sur P-P2. Bon, à ce stade, gamma 1 et gamma 2 ne nous intéressent pas. Si on avait eu une équation différentielle plus compliquée, voire même une équation différentielle sur E qui serait égale à une équation différentielle sur S, on aurait une fonction de transfert qui serait de la forme B de P sur A de P, ça ne change pas, mais où on aurait éventuellement B0 de P plus somme sur K des gamma K sur P-PK, somme sur M des zeta MP moins PM au carré, plus plein de termes où au fur et à mesure on va augmenter en fait l'ordre des polynômes avec les pôles au dénominateur. Donc B0 de P, c'est la partie non décomposable en éléments simples, et donc un polynôme en P. On a donc des termes de la forme P puissance n avec n appartenant à n étoile, et comme on a vu que dériver une fois par rapport au temps, ça donnait une multiplication par P pour les transferts de Laplace, P puissance n, c'est la dérivée temporelle d'ordre n du signal dont la transformée de Laplace est 1, donc de l'impulsion de Dirac delta de t. On a besoin de résultats sur les transferts de Laplace pour l'impulsion de Dirac. Résultat en fait que je vous encourage à essayer de démontrer en prenant votre temps en guise d'exercice. Alors le premier résultat qu'on a déjà donné, c'est le fait que delta de t, sa transfert de Laplace, c'est 1. Et ça provient directement de la définition de l'impulsion de Dirac, qui va se faire par exemple sous la forme d'une propriété du style l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de delta de t moins taux f de t dt égale f de taux, quel que soit taux, quel que soit f. Donc si je prends taux égale 0 et f de t égale exponentielle moins pt, je montre en fait directement que la transférée de Laplace, ça devient exponentielle de moins p fois 0, donc exponentielle de 0, donc 1. Le deuxième résultat, c'est que la dérivée énième par rapport au temps de delta de t, ça correspond, du point de vue de la transférée de Laplace, à P puissance n, dès lors que n appartient à n étoile. Et ça, on utilise le premier résultat, qui est que delta de t, on lui associe par transfert de Laplace 1, et la propriété qu'on a vue ou qu'on a rappelée, qui est qu'à chaque fois qu'on dérive une fois par rapport au temps, on multiplie par p. Donc si je dérive n fois par rapport au temps, je multiplie 1 par p puissance n, et j'obtiens directement p puissance n. Donc à partir de ça, on a le troisième résultat qui est simplement une utilisation en fait des deux premiers, qui est que si je m'intéresse à un polynôme, je vais avoir un terme constant, B0, plus somme sur K, dBk, P puissance K. B0, c'est B0 fois 1. 1, c'est la transférée de Laplace de delta de t. Donc à B0, je vais pouvoir faire correspondre B0 delta de t en temporel. Ensuite, somme sur K dBk P puissance K, ça fait apparaître P puissance K, qui correspond à la dérivée Km par rapport au temps. De quoi ? De delta de t. Donc somme sur K, Bk, P puissance K,
c'est la somme sur K des BK dérivés KIM par rapport au temps de delta de t. Donc à ce stade, on a l'information sur le signal temporel qui, par transfert de Laplace, est associé au polynôme B0 de P. Donc B0 de P, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Somme sur K des gamma K sur P moins PK. Ça correspond à une somme d'éléments simples du premier ordre. Donc de termes de la forme bêta K exponentielle PKT échelon de T, si on retourne en temporel. Pourquoi? Parce que exponentielle PKT échelon de T, par transfert de Laplace, on a vu que c'était 1 sur P moins PK, dès lors que la partie réelle de P moins PK est strictement supérieure à 0. Donc à ce stade, on a B0 de P, on a somme sur K des gamma K sur P moins PK, et ce qui nous manque, c'est le reste. Le reste, qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison linéaire d'éléments simples d'ordre supérieur à 2, donc de termes pour lesquels il faut trouver les transferts de Laplace à partir du résultat suivant, qui est que si je fais la dérivée par rapport à P de l'équation 1, donc du résultat exponentiel PKT échelon de T, donne par transfert de Laplace 1 sur P moins PK si partie réelle de P moins PK est strictement supérieure à 0, je vais m'apercevoir que ça me donne T exponentiel PMT échelon de T, qui correspond par transfert de Laplace à 1 sur P moins PM au carré si partie réelle de P moins PM strictement supérieure à 0. Alors, à ce stade, on a tout ce qu'il nous faut pour traiter le cas du RLC série. Et on va donc illustrer la résolution pour différents cas de figure. Alors, d'abord, on va supposer que E de t, c'est delta de t. Donc la transfert de Laplace associée, c'est grand E de p égale 1. On sait qu'on a S de p qui est égal à grand H de p fois grand A de p, que E de p vaut 1, donc S de p, ça vaut H de p, et on a supposé pour le moment qu'on a deux pôles distincts, P1 et P2. Donc H de p, ça s'écrit sous la forme gamma 1 sur P moins P1 plus gamma 2 sur P moins P2, c'est-à-dire la somme de deux éléments simples. Et on sait que pour un élément simple, bêta E sur P moins PE, dès lors que partie réelle de P moins PE est strictement supérieure à 0, on a bêta E exponentielle PET échelon de T qui lui correspond en temporel. Donc on en déduit que S de T, qui correspond à H de T, la transformée de Laplace inverse de grand H de P, qu'est-ce que c'est? C'est gamma 1 exponentielle P1T plus gamma 2 exponentielle P de T que multiplie échelon de T, avec les deux conditions pour l'instant, partie réelle de P moins P1 strictement supérieure à 0, partie réelle de P moins P2 strictement supérieure à 0, et dès qu'on aura les valeurs de P1 et de P2, on prendra la plus restrictive des deux conditions. Si on s'intéresse maintenant au cas où E de T c'est grand E0 échelon de T, on avait vu que la transfert de Laplace de l'échelon c'était 1 sur P. Donc grand E de P c'est E0 sur P si partie réelle de P est strictement supérieure à 0. Et on peut d'ailleurs retrouver ce résultat en partant de celui pour l'élément simple, et en disant qu'on va supposer que le pôle est nul. Auquel cas, on retombe encore sur 1 sur P, comme transfert de Laplace de l'échelon de T, de l'échelon de Heaviside. Et la condition partie réelle de P moins PE supérieur à 0 devient partie réelle de P strictement supérieure à 0. Dans ce cas, S de P, c'est encore H de P fois grand E de P, mais grand E de P, c'est E0 sur P, donc j'ai E0 sur P que multiplie H de P, donc j'ai E0 que multiplie 1 sur P, que multiplie gamma 1 sur P moins P1 plus gamma 2 sur P moins P2. Donc S de P, c'est E0 facteur de gamma 1 sur P moins P1 plus gamma 2 sur P moins P2, et on voit apparaître deux termes qui présentent la même forme. Donc on a besoin d'un résultat supplémentaire, c'est-à-dire comment redécomposer en éléments simples les termes de la forme gamma I sur P facteur de P moins PI. Alors on peut vérifier que si on définit SE de P comme étant gamma E sur P facteur de P moins PE, sa décomposition en éléments simples, c'est gamma E sur PE facteur de moins 1 sur P plus 1 sur P moins PE. Ça fait d'ailleurs un bon exercice. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser l'identification de grand SE de P à SE de T égale à gamma E sur PE, donc le facteur, moins 1 sur P, ça donne moins 1 facteur d'échelon de T, et 1 sur P moins PE, ça me donne exponentielle PET échelon de T. Et évidemment, j'ai deux conditions, pour l'instant je ne peux pas les réduire, qui sont partie réelle de P strictement supérieure à 0, et partie réelle de P moins PE supérieure strictement à 0. Et on prendra la plus restrictive des deux une fois encore. Donc à ce stade, on connaît le résultat pour un terme de la forme gamma E sur P moins PE.
On sait que S de P, c'est E0, facteur de gamma 1 sur P moins P1 plus gamma 2 sur P moins P2. Et donc, on peut en déduire que S de T, c'est E0, facteur de gamma 1 sur P1 que multiplie exponentielle P1T moins 1, plus gamma 2 sur P2 que multiplie exponentielle P2T moins 1, le tout multiplié par échelon de T, avec trois conditions. Partie réelle de P strictement supérieure à 0, partie réelle de P moins P1 strictement supérieure à 0, partie réelle de P moins P2 strictement supérieure à 0, et il faudra conserver uniquement la plus restrictive. Alors maintenant, on va s'intéresser au cas du pôle double. Donc on suppose que la fonction de transfert, on peut la mettre sous la forme 1 sur LC, facteur de 1 sur P moins P0 carré. Parce qu'on avait, je vous le rappelle, H de P, c'est 1 sur 1 plus RCP plus LCP carré. Et on voit que le coefficient devant P carré, c'est LC. Et à gauche, 1 sur LC. Et puis P moins P0 au carré, quand je le développe, j'ai une fois P carré. Donc j'ai besoin du 1 sur LC en facteur. Alors, la transfert de la place de l'élément simple d'ordre 2, la donnée, c'est gamma sur P moins PE, qui, si partie réelle de P moins PE strictement supérieur à 0, correspond à gamma exponentielle PET échelon de T. Donc si je choisis pour valeur de gamma E 1 sur LC et pour valeur de PE P0, je m'aperçois à ce moment-là que la transformée de la place 1 sur LC, 1 sur P moins P0, elle est associée au signal 1 sur LC exponentielle P0 T échelon de T, dès lors que la partie réelle de P moins P0 est strictement supérieure à 0. Maintenant, ce qu'on peut envisager de faire, c'est de faire une dérivée par rapport à P de 1 sur LC sur 1 sur P moins P0. Bon, on a 1 sur LC, et puis on a quelque chose de la forme 1 sur U de P. C'est nous donner donc U' de P sur moins U carré. Donc on a donc au dénominateur moins P moins P0 carré, et au numérateur la dérivée par rapport à P de quoi? De P moins P0. P0 c'est une constante, donc qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1. Donc la dérivée par rapport à P de 1 sur LC, 1 sur P moins P0, c'est moins 1 sur LC que multiplie 1 sur P moins P0 au carré. Donc ça, c'est le premier résultat. Mais on sait aussi que 1 sur LC, 1 sur P moins P0, c'est la transfert de la place du signal 1 sur LC exponentielle P0T échelon T. Donc, ce qu'on peut encore écrire, c'est que 1 sur LC, 1 sur P moins P0, c'est 1 sur LC, intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle P0T échelon de T, exponentielle moins PT dt. Ce qu'on nomme 1. Alors, ce qu'on peut faire, c'est dériver l'équation 1 par rapport à P. À gauche, on a le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire moins 1 sur LC, 1 sur P moins P0 au carré. À droite, je ne touche pas au 1 sur LC. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est permuter l'opération d'intégration par rapport à T et l'opération de dérivation par rapport à P, puisque T et P sont deux variables indépendantes. J'ai donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de D sur dP d'un crochet, à l'intérieur duquel je trouve exponentielle P0T, échelon de T, exponentielle moins PT. Quand je dérive par rapport à P, la seule fonction qui dépend de P dans le crochet, c'est exponentielle moins PT. Et ça me donne moins T. Donc en supprimant les signes négatifs qui sont présents à gauche et qui vont apparaître à droite, j'ai donc 1 sur P moins P0 au carré, qui correspond à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de T exponentielle P0T, échelon de T exponentielle moins PT. Et ça se présente sous la forme d'une transfert de la place, puisque j'ai l'intégrale exponentielle moins PT dt, du signal qui est quoi? T exponentielle P0T échelon de T. Donc on en déduit que 1 sur P moins P0 au carré, dès lors que partie réelle de P moins P0 est strictement supérieure à 0, puisque c'était la condition pour pouvoir associer en fait la transfert de la place 1 sur LC exponentielle P0T échelon de T à 1 sur LC, 1 sur P moins P0. Donc 1 sur P moins P0 au carré, c'est la transfert de la place de T exponentielle P0T échelon de T. Donc on dispose d'un nouveau résultat utile pour l'élément simple analogique, qui est que T puissance n exponentielle P0T échelon de T, par transfert de la place, ça nous donne n factoriel sur P moins P0 à la puissance n plus 1, si n appartient à n, et si partie réelle de P moins P0 est strictement supérieure à 0. Évidemment, c'est une démonstration qu'on vérifie par récurrence, ce qui peut aussi constituer un exercice intéressant à faire, pour s'habituer à manipuler les transferts de la place. Donc on va utiliser ce résultat pour trouver les signaux temporels
associé à une décomposition en éléments simples d'ordre quelconque. Puisque, en fait, ici, j'ai mon n factoriel. À la rigueur, le n factoriel, je balancerai dans le signal. J'aurai donc t puissance n sur n factoriel à l'exponentielle p0t échelon de t, qui correspondra à 1 sur p moins p0 à la puissance n plus 1. Donc, à partir, en fait, de l'apparition d'un élément simple, d'ordre 2, 3, 4, 5, etc., je serai en mesure de retrouver, en fait, directement à partir de ce résultat-là, le signal temporel associé. Et évidemment, il ne faudra pas oublier la condition d'existence qui nous permet de dire que à cette transfert de Laplace correspond ce signal temporel, qui est partie réelle de p moins p0 strictement supérieur à 0. On est donc en mesure de traiter tous les cas de fonctions de transfert, donc d'équations différentielles, dès lors qu'on est en mesure de calculer la décomposition en éléments simples de h de p. Alors, regardons ce qui se passe donc, pour notre cas de fonction de transfert où on a un pôle double, donc P0. Donc on va supposer que E de t c'est E0 échelon de t. Donc E de P c'est E0 sur P si partie réelle de P est strictement supérieure à 0. Donc S de P c'est 1 sur LC, 1 sur P moins P0 carré, c'est-à-dire H de P, que multiplie E de P, donc E0 sur P. Donc j'ai E0 sur LC qui est une constante, facteur de 1 sur P moins P0 au carré. Là, je m'aperçois en fait que j'ai besoin de redécomposer en fait la fonction de transfert, parce que c'est aussi la transfert de Laplace qui est là. Donc 1 sur P, P moins P0 au carré. Donc comme au numérateur, j'ai 1, donc une constante, j'ai un degré 0, j'ai un degré 3 au dénominateur. Donc la décomposition en éléments simples va se présenter sous la forme alpha 1 sur P, plus alpha 2 sur P moins P0, plus alpha 3 sur P moins P0 au carré. Alors, on peut calculer directement alpha 1 et alpha 3. Par exemple, alpha 1, on multiplie 3 par P. Ça nous fait P sur P, donc 1 sur P moins P0 au carré. Et on fait P égale 0. Donc du coup, 1 sur P moins P0 carré, P0 égale P égale 0, donc ça fait 1 sur P0 carré. Donc on a déjà alpha 1. De la même manière, on peut calculer alpha 3 en multipliant 3 par P moins P0 au carré et en faisant P égale P0. Auquel cas, on a 1 sur P, en P égale P0, donc 1 sur P0. À ce stade, on dispose de alpha 1 et alpha 3, il manque alpha 2. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est prendre une valeur particulière. Donc 0, on l'a déjà pris, P0, on l'a pris. Donc on peut, par exemple, regarder ce qui se passe pour P égale 1. Si on prend P égale 1 dans 3, on a 1 sur 1 moins P0 carré, qui est égal donc à 1 sur P0 carré, plus alpha 2 qu'on ne connaît pas sur 1 moins P0, plus alpha 3 sur 1 sur P0, facteur de 1 moins P0 carré. Bon, après quelques calculs que je vous invite à essayer de vérifier, on vérifie que alpha 2 c'est moins 1 sur P0 carré. Donc on obtient la décomposition en éléments simples de 1 sur P, P moins P0 carré, avec 1 sur P0 carré, 1 sur P, moins 1 sur P0 carré, 1 sur P moins P0, plus 1 sur P0, 1 sur P moins P0 carré. Donc on a la décomposition en éléments simples, mais cette décomposition en éléments simples, elle correspond à quoi? À LC sur E0, S de P. Donc on a déduit que grand S de P, c'est E0 sur LC fois la décomposition en éléments simples. Et donc ES de T, c'est quoi? D'abord le coefficient E0 sur LC P0 carré. 1 sur P nous donne échelon de T. Moins 1 sur P moins P0 nous donne moins exponentielle P0T échelon de T. Et P0 sur P moins P0 carré nous donne P0T exponentielle P0T. Donc S de T, c'est E0 sur LC P0 carré, facteur de 1 plus P0T moins 1 exponentielle P0T échelon de T, avec deux conditions à vérifier. Partie réelle de P strictement supérieure à 0, partie réelle de P moins P0 strictement pas supérieure à 0. Et dès qu'on a la valeur de P0, on est en mesure de trouver quelle est la condition la plus restrictive et donc la seule à conserver. On peut aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que dans S de T, on a le premier terme qui est E0 sur LC P0 carré échelon de T, qui va correspondre à la solution particulière de l'équation complète. Et on a E0 sur LC P0 carré facteur de P0T moins 1 exponentielle P0T échelon de T, qui correspond bien à quelque chose de la forme lambda T plus mu exponentielle P0T, c'est-à-dire la solution générale de l'équation homogène dans le cas où on a un pôle double. Mais
où on dispose en fait des valeurs de lambda et mu, c'est-à-dire que lambda ici c'est P0 et mu c'est moins 1. Donc on a en fait directement, ce faisant, la solution, non pas générale avec des coefficients lambda et mu à déterminer, mais directement la solution correspondant aux conditions initiales nulles. Attention, toute la démarche qu'on a entreprise, elle n'est valable que si les conditions initiales sont toutes nulles. Donc par exemple, RLC série, on doit avoir S de 0 égale à 0, et D sur dt de S de 0 égale à 0. Et à ce moment-là, on est en mesure effectivement d'utiliser la transformée de Laplace bilatérale. Si on a au moins une des conditions initiales qui n'est pas non nulle, on ne peut pas utiliser la transformée de Laplace bilatérale, et à ce moment-là, il faudra utiliser la transformée de Laplace monolatérale, ce qu'on verra dans la vidéo suivante. Alors, on peut quand même encore procéder à quelques extensions de ce que l'on a fait, et par exemple, considérer le premier cas de figure qui serait une fonction de transfert de la forme b de p sur a de p égale b0 de p plus b1 de p sur a de p. Donc b0 de p, ce serait le polynôme en p qui correspond à la partie non décomposable en éléments simples. B1 de p sur a de p, c'est la partie décomposable en éléments simples de la fonction de transfert h de p. Donc s de p, vu que c'est h de p fois e de p, chez s de p qui est égal à b0 de p plus b1 de p que multiplié e de p sur a de p. Pour b0, je vais avoir quelque chose de la forme somme sur k, bêta k, p puissance k, e de p. Et ça, c'est la transformée de Laplace de somme sur k des bk dérivée km par rapport à t de e de t. Maintenant, pour l'autre partie, b1 de p sur 2p à 2p, il faut redécomposer cette transformée de Laplace en éléments simples, puis reconnaître des transformées de Laplace. Le deuxième cas de figure, c'est celui où on a une équation différentielle vérifiée par l'entrée, donc par la tension d'excitation par exemple, qui est égale à une équation différentielle vérifiée par la sortie. Si on applique la transformée de Laplace à cette équation différentielle, vu qu'à chaque fois qu'on dérive par rapport au temps, on multiplie par p, à gauche, on va avoir e de p en facteur d'un polynôme qui est somme sur m des bêta m, p puissance m. De la même manière, dans le membre de droite, on aura s de p que multiplie un polynôme qui est la somme sur n des alpha n, p puissance n. On peut introduire la fonction de transfert, h de p, comme le rapport de s de p sur 2p. À ce moment-là, on a somme sur m des bêta m p puissance m sur somme sur n des alpha n p puissance n, et c'est quelque chose de la forme b de p sur a de p avec b et a de polynômes en p. Donc les filtres analogiques linéaires ont une fonction de transfert de la forme b de p sur a de p, ce qui veut dire qu'on peut traiter tous ces filtres selon la méthode que l'on a vue juste avant et appliquée, illustrée dans le cas du RLC série. Le point crucial de l'étude des filtres analogiques, ce sera donc l'obtention de la décomposition en éléments simples de la fonction de transfert h de p, puisqu'après on est en mesure de dérouler entre guillemets la méthode précédente. Alors, en traitement du signal, on verra en fait que la décomposition en éléments simples, ce sera encore plus crucial, puisque c'est ce qui permettra de déterminer le comportement du filtre en termes de stabilité et de causalité, puisque les critères efficaces de stabilité et de causalité porteront sur les éléments simples. Donc ceci conclut cette première vidéo sur l'utilisation des transferts de Laplace pour la résolution des équations différentielles. Dans la vidéo suivante, on s'intéressera à l'utilisation de la transformée de Laplace monolatérale, donc au cas où on a des conditions initiales qui sont non nulles.